C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Nouveau Premier ministre, nomination au gouvernement, conférence de presse vespérale du président de la République mardi soir. L'actualité politique ne chôme pas. Le président s'est exprimé plus de 2 heures. On aura retenu qu'il allait faire la guerre au Rassemblement national et qu'il se battrait jusqu'au dernier quart d'heure. Difficile de résumer 2h30. Mais en bref, oui, Emmanuel Macron continue le en même temps, mais pas de droite et de gauche, mais d'avenir et de passé, tradition et modernité, fond et symbole. Et au-delà du virage à droite, le président a emprunté des formules et des postures à De Gaulle, Pompidou, Clémenceau et Zemmour avec cette expression « la France doit rester la France ». Qui a dit qu'Emmanuel Macron était de gauche? Et s'il n'est que, dans le fond, que pragmatique. Mardi, il a également évoqué des sujets cruciaux comme l'infertilité ou l'usage des écrans chez les enfants. On en parle avec nos invités. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche, bonsoir à vous. Bonsoir Rosine. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, bonsoir à vous. Rosine. Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, que des directeurs aujourd'hui. Bonsoir. Et Alexandre Malafaille, président. Voilà. Oui, président du think tank Sinopia. Donc bonjour à tous. Alors question à 1000 points, Emmanuel Macron et Gabriel Attal vont-ils en baver avec Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture? Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a dit qu'ensemble, ils n'avaient pas évoqué le sujet des municipales à Paris. Et le lendemain, voici ce qu'elle disait sur RTL. Oui, je suis élue parisienne. Et vous serez candidate à la mairie de Paris? Mon objectif, oui, c'est Paris. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée, vous le savez. Donc, ça ne change rien. Vous serez candidate à la mairie de Paris? C'est dans 3 ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Alors, Bruno, pourquoi tant de précipitation? Bon, c'est un secret de polichinelle que... oui, mais le lendemain de la prestation d'Emmanuel Macron, il dit qu'il n'y a pas de deal. Elle marque tout de suite son territoire. Bon, on n'est pas obligé de croire le président, d'ailleurs on ne le croit pas. Lui-même a dit vous ne croirez pas, donc oui, on ne le croit pas. On ne croit personne, ouais. Et Rachida, de toute façon, n'est pas né celui qui la fratère. Donc, sous Sarkozy, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arriveront pas non plus sous Emmanuel Macron. Rachida vivra sa vie au ministère de la Culture. J'ai cru comprendre qu'elle voulait aller à l'intérieur. Il a été question des armées. Après, c'est vu à l'Éduc. Ça se termine à la Culture. Je crois que c'était quand même un très joli cadeau que lui fait Emmanuel Macron. Parce que pour aller jusqu'à l'hôtel de ville, passer par la place de Valois, qui est le siège du ministère de la Culture, non seulement c'est pas très loin, mais en plus c'est sur la route. Et ça permet de trouver encore un peu plus, d'élargir son spectre et de l'asseoir sur le secteur de la culture, qui est un secteur éminemment important à Paris. Je pense que Rachida Dati, elle poursuit sa route. Elle a compris que la seule bannière LR, elle était vouée sans doute à la défaite. Elle essaie de l'élargir avec Renaissance et les macronistes. Je ne sais pas si ça marchera, mais sur le papier, c'est pas mal joué. Oui, Catherine, est-ce que c'est une ministre qui, effectivement, elle en a vu d'autres, hein, et dans le fond... et elle en fera voir. Elle en fera voir d'autres. Donc, je reviens à ma première question. Est-ce qu'ils vont en baver avec elle? Enfin, je ne sais pas s'ils vont en baver. En tout cas, elle fera ce qu'elle voudra. C'est-à-dire que si elle considère que la Macronie n'est plus la planche qui la portera à la mairie de Paris, elle descendra du bateau sans hésiter. Ça, je crois qu'elle n'a pas de fidélité, elle n'a pas d'engagement du côté de la Macronie, qu'elle a vilipendée, qu'elle a méprisée. Aujourd'hui, elle n'en dit pas grand-chose, en dehors du fait qu'elle prétend ne jamais avoir insulté le président. Bon, d'accord. Ouais. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de contenu politique pour l'instant. Ce qu'elle affirme, c'est Rachida Dati. Rachida s'affirme comme étant une femme ambitieuse qui a l'intention. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno Jeudi. À Paris, elle n'a pas exactement le profil carré parce que Paris est une ville qui est même plus à gauche que la Macronie aujourd'hui. Donc Rachida Dati, qui vient des Républicains, c'est pas forcément le profil impeccable. Donc elle va avoir besoin de travailler tous les secteurs de la culture et ça fait du monde à Paris et c'est un enjeu considérable pour la capitale et son rayonnement. Donc, elle a raison d'accepter ce poste. Alors, je voudrais bien faire un petit tour de table, mais je pense qu'on a compris sur la personnalité de Rachida Dati. Mais au-delà de ça, donc c'est une ministre qui est mise en examen. Tout comme l'était Olivier Dussopt, donc le ministre du Travail, qui d'ailleurs a été relaxé. Il l'a été en cours, il ne l'a pas été quand il est nommé.
Oui, bien, c'est un peu la différence évidemment. Avec Rachida Dati. Là, on nomme une ministre mise en examen. Bien sûr. Mais tout ça, c'est pour illustrer le propos que, dans le fond, Emmanuel Macron s'accroche à la présomption d'innocence. Écoutez sa réaction, dans le fond, et la raison pour laquelle il prend des ministres dans son gouvernement, même lorsqu'ils ont des ennuis avec la justice. Depuis 10 ans maintenant, dans notre pays, il n'y a plus d'instruction individuelle sur les dossiers. Il y avait une vieille jurisprudence qui existait dans notre pays, qui fait qu'en effet, quand un ministre était mis en examen, il devait quitter la table du Conseil parce qu'il avait un de ses collègues qui pouvait donner une instruction individuelle au parquet. C'est interdit maintenant. Donc, oui, ce faisant, il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter, parce que sinon, en quelque sorte, je reconnaîtrais moins à un responsable politique la présomption d'innocence qu'à d'autres. Voilà, alors traduction, ce que dit Emmanuel Macron, que c'est dans le fond la jurisprudence, c'était celle de Bérégovoy-Balladur en 1992, où un ministre, effectivement, de la justice pouvait donner des instructions pour sauver la tête du copain. Et 2013, la loi Taubira, vous me corrigez si je me trompe, le ministre ne peut plus donner d'instructions. Donc, il y a l'indépendance des juges. Mais tout de même, est-ce que Emmanuel Macron profite de cette nouvelle loi pour, dans le fond, dire la justice fera son travail. Et puis, si condamnation il y a, à ce moment-là, je m'en débarrasserai. C'est ce qu'il vient de faire. Le problème, c'est qu'en fait, oui, il met un terme à cette fameuse jurisprudence Bérégovoy. C'était une habitude qui est quand même très ancienne et qu'il avait lui-même dit à plusieurs reprises qu'il respecterait. Et je pense qu'il est là le trouble. C'est-à-dire que ces explications, techniquement, on peut se dire oui, ça tire la route. Sauf que l'image qui était installée ou l'idée qui était installée dans les têtes, c'est pas ça. Et là, quelque part, c'est la fin d'un en même temps, d'un autre en même temps. Il se déjuge lui-même à travers cette déclaration. Il a beau l'expliquer, je suis pas sûr que tout le monde comprenne bien. Oui. Alexandre, est-ce que malgré tout un doute subsiste chez les Français du lien entre politique et juge? Parce que dans le fond, même si une majorité de politiques, excepté la France insoumise, pense qu'une minorité de juges sont politisés, malgré tout, le soupçon quand même d'une justice où ils s'en tirent tous globalement, ce qui nourrit d'ailleurs le populisme, est encore dans les têtes. C'est-à-dire généralement ils sont relaxés. Ils s'en tirent pas tous, après tout dépend des juridictions. Quand il s'agit effectivement de la Cour de justice de la République, qu'Emmanuel Macron voulait en effet supprimer pour remettre des juridictions normales pour traiter les politiques comme les autres, il ne l'a pas fait. Donc devant la Cour de justice de la République en général, c'est vrai que le sort réservé aux instructions et après le délibéré est souvent pas plutôt favorable à l'homme politique. Donc ça crée effectivement le soupçon. Évidemment, parce qu'il y a une composition parlementaire forte. Sur 15 siégeants, il y en a 12 qui sont des parlementaires. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse dire que la magistrature soit vraiment aux ordres en français, en particulier les juges. Pas dit ça. En particulier les juges. J'ai pas dit ça. Je disais que des politiques, la majorité des politiques pensent qu'il y a une minorité de juges politisés. Les Français le pensent. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont pu le laisser penser aussi de calendrier. Il y a des affaires, appelons-nous l'affaire Fillon, où tout de suite, effectivement, les juges se saisissent du dossier. En même temps, comment ne pas s'en saisir? Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué. Et sur la présomption d'innocence, là aussi, on ne tranchera jamais le débat. À un moment donné, il faut avoir une ligne qui est claire. Alors, celle du président l'a été, puis il n'est plus, et voilà. Donc il fait même pas du en même temps. Il s'adapte en fonction de ce qu'il veut construire. Et là, en l'occurrence, il fait un coup avec Rachida Dati. Il le fait en même temps avec l'annonce de tuer le cas de Paris-Lyon-Marseille au niveau de la loi électorale, ce qui est plutôt astucieux, parce que tout ça est concomitant. Et elle leur coupe sous le pied en évitant d'avoir à répondre à la question: est-ce que vous voudrez? Oui, j'y vais. Elle part devant. Mais je pense que sur la présomption d'innocence, pour revenir à ça, là, il va vraiment falloir qu'on mette le débat sur la table. On pourrait revenir sur le cas de l'affaire Depardieu, parce que c'est aussi un cas extrêmement intéressant, où pour le coup, il y a quand même présomption d'innocence, quoi qu'on le veuille et quoi qu'en pensent effectivement les personnes. C'est l'article 9, je crois, de la déclaration de 1789. Le problème qui est posé dans le cas de Gérard Depardieu, qui est un cas passionnant, c'est qu'est-ce qu'on fait de son œuvre? Et qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui ont contribué à son œuvre aussi, cinématographique, tous les metteurs en scène, etc. Si on diffuse plus rien, plus personne ne touche rien. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'un jour, il faudra essayer d'aborder sereinement. Et ça pourrait être effectivement une impulsion du chef de l'État, plutôt que de remettre des pièces dans la machine. Alors, pour répondre à votre question, Alexandre, je vois que Catherine... Oui, il y a le cas Gérard Depardieu, ça m'inspire des choses. Mais pour revenir d'abord sur la question des politiques, du lien des politiques et de la justice, je pense que le problème n'est pas simplement du lien
de subordination supposée entre la justice et les politiques. Je pense que les Français soupçonnent les politiques de ne pas être clean. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas simplement qu'on soupçonne que les politiques vont bien s'en tirer dans la justice, c'est qu'on pense que les politiques ne sont pas des gens honnêtes. Et que donc... Mais c'est pas ça qui nourrit le populisme quand même, parce que c'est ce que pensent les électeurs de Marine Le Pen, par exemple. L'exigence de ne pas avoir de gens qui ont des soupçons, comme c'est le cas pour Madame Dati, et le soupçon qui est fait à Madame Dati, sera-t-elle condamnée ou pas? Mais enfin, c'est quand même de très grosses sommes d'argent qui lui sont reprochées. En fait, 900 000 euros. Oui, du lobbying quand elle a été députée au Parlement européen. Je veux dire, c'est quand même considérer que ça ne compte pas dans la désignation d'un ministre, ça veut dire que finalement, c'est une bande de gens qui ne sont pas hyper clean. Enfin, et qu'on peut c'est pas simplement... Non, il y a un soupçon. Je pense que ça ne se retourne pas que simplement contre... C'est pas d'abord une défiance à l'égard des juges, à mon avis. C'est d'abord une défiance à l'égard des politiques. Non, mais la défiance à l'égard des juges, ce sont les politiques. Une minorité de politiques pense quand même, parce que la jurisprudence du président... Les juges sont politisés. Oui, les juges sont politisés. Une minorité. Partie, non, pas tous dans le même sac. Une minorité. Moi, ce que je remarque, c'est que la jurisprudence du président a évolué, mais là, on sort d'une période où 2 ministres importants ont été jugés et tous les 2 blanchis. Éric Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République et Olivier Dussopt qui a quitté le gouvernement et qui peut y revenir et il y a 2 jours il reviendra peut-être avec le complément de nouveaux ministres qui seront nommés après la déclaration de politique générale. Lui aussi a été blanchi cette fois-ci par un tribunal correctionnel, donc quand même, ça vaut quand même le coup de réfléchir aussi à cette... parce qu'ils quittent, ils auraient pu quitter leur fonction de ministre. Ils reviennent rarement, ça a été le cas pour 1 ou 2 dans l'histoire. C'est quand même lourdement pénalisable pour les intéressés. Autre sujet, on va passer à un autre sujet, Stéphane. La grande tirade du président sur le Rassemblement national, le parti de l'appauvrissement, du mensonge, etc., etc. Le président a donc bien une obsession, c'est contrer le RN et démonter les idées en allant mais en allant aussi sur leur terrain, le terrain des idées, ce que la vieille technique anglo-saxonne de la triangulation, c'est-à-dire qu'on vient faire la politique de l'adversaire, parce que quand on a écouté sa conférence de presse, globalement, autorité, ordre, juste, enfin tout ça pouvait rentrer et être acquiescé par le RN. C'est-à-dire que là, on rentre dans une phase où il va s'agir de se disputer un même électorat. Derrière le changement de Premier ministre, le remaniement et la conférence de presse de mardi, il y a aussi le lancement d'un scrutin intermédiaire qui est majeur. C'est les européennes, c'est dans 6 mois. On sait très bien que le Rassemblement national fait la course en tête pour le moment. Et tout l'enjeu et toute la dynamique qu'essaye de créer le pouvoir aujourd'hui, c'est de réussir à réduire l'écart. On se fait assez peu d'illusions. On sait tous autour de cette table qu'a priori, c'est le Rassemblement national qui va terminer premier. La question, c'est pas du tout le même scénario si vous avez Renaissance en seconde position avec 1 point ou un demi-point d'écart, ou 10 points ou 12 points d'écart. Ouais, pour l'instant, c'est 10 points. Oui, mais justement, moi, je pense qu'on est... Là, on est dans une phase, en fait, qui ressemble très fort à ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire 2019, où vous avez le Rassemblement national qui a gagné les élections européennes de 2019, mais d'une courte tête, ce qui a permis en fait à Renaissance et au Rassemblement national d'avoir le même nombre de députés envoyés au Parlement européen, et ça a été vécu et présenté comme une victoire de la majorité présidentielle à l'époque. Et je pense que toute une partie de ce à quoi on assiste aujourd'hui correspond au désir de reproduire le même scénario et de limiter la casse en juin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un gouvernement qui a été construit pour partie, même si le pouvoir le dément, dans la perspective de ces municipales, on le voit bien, européenne. Il y a un trio qui se met en place, Emmanuel Macron pour la vision européenne, Gabriel Attal, chef de la majorité, qui va évidemment avoir une grande présence dans cette campagne. On va utiliser, j'allais dire, sa puissance de communication, et puis une tête de liste qui à un moment sera désignée, on verra qui ce sera, si c'est l'écologiste Monsieur Canfin, si c'est une autre personne, probablement pas Olivier Véran, comme ça a pu être écrit ici ou là. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place pour essayer
essayer de réduire l'écart. S'il y a 10 points d'écart au mois de juin, la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron en sera changée. Ce sera une lourde défaite et il va mettre son énergie. C'est sa dernière élection nationale. Et je trouve que le passage sur le Rassemblement national dans cette conférence de presse est important. D'ailleurs, c'est le moment où il s'est le plus animé. C'est le moment où il a été, je trouve, le plus politique. Et ça tord le cou à cette idée qu'en gros, il se ficherait de la suite. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, c'est le contraire. Il n'a pas envie de voir Marine Le Pen lui succéder. Donc, tous les bonimenteurs qui racontent que oui, mais non, il y aurait Marine Le Pen, il viendrait. Non, il va se battre pour. Alors après, on verra. Pour l'instant, il mise sur la génération Macron. On va voir si la génération Macron, ce qu'elle vaut au pied du mur des européennes. Ce qu'il a dit mardi, c'est-à-dire sur l'appauvrissement, les mensonges, le Frexit déguisé, etc. Est-ce que ça imprime l'opinion ? On voit bien que Gabriel Attal, d'ailleurs, et Macron se saisissent du sujet des classes moyennes, ceux qui portent le poids de l'effort, qui n'ont pas droit aux aides, mais qui ont du mal à finir le mois. Est-ce que ça, c'est porteur de trianguler ? Est-ce que ça peut être gagnant-gagnant ? Ce qui n'est pas porteur, c'est de dupliquer encore et encore la même stratégie qui consiste à diaboliser, à jeter l'anathème et globalement à mettre un peu tout le monde au même sac. Il ne diabolise pas, il démonte. Oui, mais il le fait en étant toujours avec des mots qui sont très forts. Et je pense qu'on perd de vue que derrière des partis comme ça et des dirigeants politiques comme ça, il y a vraiment des gens, quoi. Et là, en l'occurrence, il y en a plusieurs millions, on passe la barre des 12 millions. Et je crois qu'à chaque fois, la stratégie depuis des dizaines d'années, qui a consisté vraiment à ostraciser et à pointer du doigt les partis, en même temps leurs adhérents, ou en tout cas les gens qui votent, c'est pas la bonne stratégie. Donc là, le casting est intéressant, on va voir ce que ça peut produire. Tout d'un coup, on a installé un face-à-face, au moins entre deux jeunes, avec des profils très, 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 très similaires, très, très bons, très, très capables à l'oral. Donc ça peut effectivement être un match intéressant, en particulier à l'Assemblée, et puis avec les européennes. Vraiment sur le message de fond que moi j'aurais tendance à dire, concentrez-vous sur les idées, concentrez-vous sur la prise en compte vraiment des réalités effectivement des Français. Alors ce qu'ils essaient de faire en prenant en charge la question de la sécurité, de l'immigration, il y a une vraie volonté d'aller sur le terrain de la droite et de l'extrême droite, mais il va falloir en faire au-delà, parce que si c'est pour recycler ce que les autres ont dit, il y a un moment donné un problème de crédibilité. Et puis je crois deuxièmement qu'il va falloir que ça délivre. Parce que je crois qu'aussi, ce qui alimente en fait effectivement tous les votes dits extrêmes, c'est que quand même les résultats ne sont pas là. Donc, et la gesticulation politique, ou en tout cas ce qui est perçu comme de la gesticulation politique, provoque quand même plutôt un effet inverse. Alors, les 2h30 de conférence de presse du président, très bien, les taux d'audience n'étaient pas extraordinaires. Je ne suis pas certain que ça crée un effet waouh, comme l'attendait l'Élysée, aussi important que ça. On verra dans la durée. Mais je suis un petit peu sceptique, et les Français attendent autre chose. Je crois qu'ils veulent surtout des résultats, ils ne veulent pas du blabla. Alors, regardez ce qui s'est passé avec les Hauts-de-France. On a envoyé 9 ministres et un président et un Premier ministre avec les inondations. 2 mois après, ça revient, même chose, quoi. Et à un moment donné, l'hypercom, ça a ses limites et ça peut même provoquer l'effet inverse. Donc ça veut dire quoi ? Que c'est foutu, que le Rassemblement national est déjà sur les rails de 2027, quoi qu'il fasse ? Non, moi, s'il continue comme ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Parce que pour moi, le discours qu'a tenu Emmanuel Macron l'autre jour, excusez-moi de le dire comme je l'ai ressenti, c'est il cotise à l'idéologie d'extrême droite. Et 2, quand il prétend répondre sur le social, si vous retenez ce qu'il a dit, il a dit on va augmenter la part pour les mutuelles. Non, pas pour les mutuelles, le reste à charge pour les boîtes de médicaments. L'énergie, on a compris que ça va augmenter. Et par contre, ce qu'il reproche au Rassemblement national, c'est d'être pour l'augmentation du SMIC, ce qui, entre parenthèses, est faux, et d'être pour la retraite à 60 ans. C'est-à-dire que les classes moyennes, celles qui ont du mal, qui souffrent économiquement, qui ont peur pour leur emploi, pour l'avenir, pour comment elles vont faire leur retraite, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir les 64 ans qu'il vient d'imposer, je m'excuse, mais il fait exactement la politique contraire. Et par ailleurs, il demande à Gabriel Attal d'aller défendre cette politique en faveur des classes moyennes. Il y a une plaisanterie qui dit Gabriel Attal, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son bilan carbone, parce qu'il n'est pas sorti du 6e et du 7e. Ce que je veux dire, c'est que ce monsieur n'a aucune expérience personnelle de ce que c'est que la vie d'une famille, d'une classe moyenne. Est-ce qu'ils le savent en général Oui, mais excepté les élus locaux. Oui, mais sauf qu'il y en a un certain nombre quand même. Ça fait partie. Ces 6 mois à l'école, ça ne l'a pas empêché de. Comment ? Ça ne l'a pas empêché lors de ces 6 mois à l'école de faire des choses, convaincre une partie des Français, non négligeable d'ailleurs. Ce que je dis, c'est qu'il a convaincu pour l'instant sur des éléments qui sont quand même l'école. Personne ne croit que le problème de l'école, c'est le problème des abayas, des uniformes. C'est-à-dire pour l'instant, il est allé, c'est ce que je dis quand je dis, il a cotisé sur les propositions. Plus que ça, il
a mis l'idée du redoublement sur la table, il a remis l'idée des classes de niveau. Que des idées. Sur le fond, vous pouvez ne pas être d'accord, Catherine, mais vous dites qu'il n'est jamais sorti du 16e. Je trouve qu'il a entendu des messages au-delà, qui sont portés au-delà du 6e et 7e. Ce que je dis, c'est que il ne fait que des réponses qui sont, je dirais, de l'ordre du symbolique. Emmanuel Macron n'a pas arrêté de nous parler du symbole comme un élément très important. Et je suis d'accord que le symbolique, c'est très important. Et tous les symboles étaient dans le même prix, dans le même registre, c'est-à-dire celui de la droite conventionnelle, traditionnelle, conservatrice. Et par ailleurs, les problèmes de fond, c'est-à-dire les problèmes de salaire, les problèmes de remplacement des professeurs, les problèmes de non, les problèmes de la médecine. Ce qu'il nous a raconté, c'est quoi? C'est que les pharmaciens commencé à augmenter les profs, l'engagement sur les 2 000 € pour les débuts de carrière. Sur les profs, il a fait 3,2%. Non, mais enfin, il est engagé quand même. Mais vous le savez aussi bien que moi. Il a engagé, il n'est même pas au niveau. Il n'a même pas. Il n'a jamais assez, Catherine, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas qu'on n'a pas assez, c'est qu'il n'a même pas le niveau d'influence. Il n'a augmenté les enseignants comme ils ont commencé à augmenter les infirmières. Il n'a même pas fait progresser les rétributions des enseignants au niveau de l'inflation. Donc ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des mensonges. Il n'a raconté que des histoires de tableaux Excel. Ce monsieur est un monsieur qui lit les tableaux Excel et qui raconte des histoires qui ne correspondent pas à la réalité vécue. Le pacte enseignant, ils l'ont rejeté, les profs, parce que les syndicats sont contre. Ben oui, mais voilà, on a compris. C'est parce que les enseignants sont aux ordres des syndicats? Non, c'est parce que ça ne correspond pas à leur pratique professionnelle. On aime bien, oui. Stéphane. Je voudrais juste dire 2 choses. Sur la stratégie adoptée par la majorité vis-à-vis du Rassemblement national. Vous parliez de diabolisation tout à l'heure, les vieilles recettes, etc. Je pense qu'ils n'en sont plus du tout là. Il s'agit plus de faire parti du mensonge, c'est pas une bonne communication. Non, alors, d'accord. Mais mais attendez, parce que en fait, ça traite de menteur 12 millions de personnes. Non, attendez, parce que tout dépend de ce qu'on appelle la diabolisation. Et en fait, je pense que la stratégie qui consistait à dire c'est un parti raciste, xénophobe, etc. Voilà, ça c'est terminé. En fait, ce que fait aujourd'hui Renaissance et la façon dont ils construisent leur discours, c'est de dire c'est un parti de l'inefficacité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire le Rassemblement national pointe un certain nombre de problématiques dans la société qui correspondent aux attentes, aux préoccupations des Français et des Françaises. On peut le discuter, mais n'empêche que c'est l'observation qu'ils font. Et ils disent, nous, on va agir sur ces points-là, et on le fera de manière concrète et efficace. Ils n'arrêtent pas de parler d'efficacité. Là où le Rassemblement national fait des promesses et ne sera pas en capacité de faire ce qu'ils promettent. C'est-à-dire qu'ils leur font un procès en incompétence. C'est ça la stratégie d'aujourd'hui, mais ce qui les amène naturellement, effectivement, à chasser sur les terres, sur les thématiques du Rassemblement national. Mais je vais juste terminer. Je comprends tout le débat, mais je voudrais juste attirer votre attention sur une réalité, moi, quelque chose qui me semble être une réalité. Il me semble qu'on vit dans un pays qui a tendance à pencher de plus en plus à droite. Et en fait, ce discours-là, on peut le critiquer, mais je vais faire le lien avec la composition du nouveau gouvernement. On a dit c'est un gouvernement très à droite, etc. Mais je pense qu'en fait, ils sont dans une approche qui consiste à avoir un gouvernement et un discours qui correspond à ce qu'ils perçoivent des attentes du pays, parce qu'on est dans un pays qui... Moi, j'ajoute que par rapport au parti du mensonge, il ne faut quand même pas oublier, et ce sera remis sur la table au moment de la campagne européenne, que le Rassemblement national, sur les questions européennes que l'Europe a pu gérer, notamment les vaccins, sur toute cette question-là pendant la crise du Covid, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont menti aux gens. Ils ont embrayé derrière les complotistes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'une partie des Français peuvent entendre. Ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je crois que sur le thème du mensonge, à mon avis, pendant la campagne européenne, il y a quand même des boomerangs qui vont revenir pour le RN. Je suis d'accord si on est rationnel. Mais là, on est au-delà. Je crois que ça fait trop longtemps que la stratégie frontale avec des punchlines, des formules comme ça ne marche pas. Il faut faire attention aux Français qui sont derrière. Qu'est-ce qui marche ? Il faut faire attention aux Français. Que vous signez effectivement un débat intelligent, contrer sur les idées, ça me va bien, mais continuer à avoir des phrases. Non, mais il faut à un moment donné, il faut avoir des résultats. C'est ce que les gens attendent concrètement. Parce que, pardon, on peut faire tout ce que vous voulez. Et des choses concrètes pour l'instant, ça fait 40 ans que globalement, on est ou diabolisation ou intelligent, ou on fait les deux, etc. Résultat des courses, maintenant, ils sont à combien 30%, plus de 12 millions de personnes. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi cet électorat vote pour
pour eux. Pourquoi une autre partie importante vote blanc? Pourquoi une troisième partie vote LFI avec un projet très alternatif? Voilà, pourquoi à un moment donné, on a 60% des Français qui veulent plus, on va dire, dans il y a aussi la déliquescence d'un parti de gouvernement qui s'appelle les Républicains, qui fait qu'aussi, aujourd'hui, les Républicains sont tiraillés, au fond, faute de leader, ils se divisent quasiment en deux, ceux qui regardent vers Macron, pour faire simple, et ceux qui regardent vers Le Pen, pour faire simple. L'idée de l'union des droites progresse quand même dans ce pays, notamment à droite. Juste un exemple très simple et très rapide. L'hôpital, la santé, les déserts médicaux, etc. Le gouvernement a supprimé le numerus clausus pour les médecins. Il faudra 10 ans pour que ça marche. L'hôpital, vous avez le Ségur, l'investissement sur les hôpitaux. Le problème, c'est que c'est le temps long. 19 milliards d'euros. Comme l'éducation. C'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Il se passe plein de choses. Mais dans le quotidien des citoyens, des citoyennes de ce pays, tant que vous aurez des urgences sursaturées avec des gens qui meurent sur des brancards parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour les prendre en charge, tant qu'il vous faudra 6 mois pour obtenir un minimum, pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, ça restera du blabla. Et la problématique, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que vous avez tout le discours sur les résultats, l'efficacité, etc. Le problème, c'est que le temps est extrêmement court. Encore une fois, on est à 6 mois des européennes. Ça m'étonnerait. Sauf que ça fait 7 ans qu'ils sont aux affaires. Et ça m'étonnerait qu'ils arrivent à avoir des résultats concrets. Et pour continuer sur ce que dit Stéphane, en politique, le temps est long. Oui. Alors, les mises en place sont longues. Moi, je regrette, mais ce que je pense, c'est que le temps long, ils l'ont eu et ils ont fait une politique qui n'est pas voulue. C'est-à-dire que le problème, c'est par exemple les numerus clausus, si je peux me permettre, ils l'ont levé, sauf qu'il n'y a pas eu plus de médecins formés. Parce qu'il n'y a pas eu plus de place dans les écoles de formation de médecine. Donc moi, je l'ai vérifié quand il l'a dit. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça c'est vrai, je vais aller regarder. Il n'y a pas plus de médecins formés aujourd'hui. Donc tout ça, c'est du blabla. Quand il dit du mensonge, je m'excuse, mais ça lui est aussi retourné à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il ne règle pas le problème. Alors moi, ce que je crois, c'est que les Français, ils ont le glissement à droite, tout le monde peut le constater. C'est tout à fait une évidence. Mais est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas accompagné dans toute sa politique, depuis qu'il est en place, cette évolution politique? Aujourd'hui, elle lui revient en boomerang parce qu'il a, d'une part, d'un point de vue strictement politique, il a fracturé les LR, donc il n'y a plus de force d'alternative à sa droite. Il les a embarqués, il les a fracturés, il les a embarqués. Pas tous, mais les autres sont en train de regarder du côté de Le Pen. Ceux qui restent seront du côté de Le Pen, mais donc il n'y a plus d'alternative à droite. Qu'ensuite, il a attaqué la gauche en mettant toute la gauche dans le même sac et en disant tous que c'est l'extrême gauche, ce qu'il a dit dans sa conférence de presse, ce qu'il reproche à Marine Le Pen, c'est de reprendre dans les idées d'extrême gauche. Enfin, c'est quand même incroyable comme niveau d'attaque. C'est-à-dire, Marine Le Pen, elle est coupable d'être d'extrême gauche. Enfin, franchement, on a envie de tomber par terre. Donc, sa politique n'est pas une politique de résistance à l'idéologie de l'extrême droite. Il alimente l'idéologie d'extrême droite et il n'a pas le temps d'apporter une réponse qui contrarie la politique qu'il a menée. C'est un peu caricatural de dire qu'il alimente la politique d'extrême droite. Mais bien sûr qu'il alimente. Mais bien sûr qu'il alimente. Il n'y a pas d'aliment de la politique d'extrême droite. Dites-moi. Mais non, la loi immigration, la loi immigration, c'est pas une loi d'extrême droite. Bon, d'accord, ok. Non, il y a que vous qui le croyez. Non, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de Français qui ont regardé les sondages. Je ne suis pas d'accord. C'est un discours qui caricature la gauche. Non, ce n'est pas. La gauche se caricature avec ce discours-là. Parce que d'abord, la question migratoire, elle est quand même très importante dans le pays. La nier, être sans frontiériste, c'est une erreur. Est-ce que ça règle? Et vous resterez dans l'opposition des années. Bruno, est-ce que cette loi règle une question sur les frontières? Non. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend la vie impossible aux immigrés qui sont en France. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite. Donc c'est un mensonge. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite. Il y a des choses qui sont absolument insupportables. Je ne suis pas sans frontieriste. Mais elle n'est pas d'inspiration. Si, elle alimente. Ce que je dis, c'est qu'elle alimente, elle cotise à l'idéologie d'extrême droite. Ce qu'on peut dire, c'est que chacune de ces lois, comme chacune de ces mesures, elles essaient de régler des petits problèmes, enfin des morceaux de problèmes. Et évidemment, il n'y a pas de Big Bang à chaque fois. Dans sa conférence de presse, il a lâché plein de choses, Emmanuel Macron, beaucoup trop d'ailleurs, parce qu'il fisque tout. Et effectivement, il prend le rôle du ministre, des premiers ministres, il fait tout à la fois. Bon, très bien. Mais il n'empêche que tout ça contribue. Voilà, quand on dit à l'éducation nationale, on va faire la Marseillaise, on va faire ci, on va faire ça. Très bien. Tout ça, mais c'est des petites choses qui, dans la durée, pourront produire des effets. Il n'y a pas de miracle à attendre. Là où ça pose évidemment un problème, c'est que ça fait 7 ans qu'ils sont aux affaires.
Donc de fait, le problème de la crédibilité de la parole de celui qui dit « moi je vais vous montrer ce que je vais vous montrer », ça pose question, quoi. Il y a plein de sujets, quand on a un président qui nous dit en début de conférence de presse que voilà, qu'il y a un énorme sujet, qu'il a annoncé d'ailleurs une semaine plus tôt, une forme d'effacement du monde, de l'Occident, de la France, qu'on a un problème, etc. Avec des grandes... Et on se dit « mais ça, pourquoi on ne l'a pas eu il y a 7 ans, quoi ?» Pourquoi tout d'un coup le début de lucidité qu'on commence à avoir sur un certain nombre de problématiques qui sont liées à l'islam sur le territoire national, on voit bien que ça commence vraiment à poser un problème, quoi. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup on attend 7 ans pour en avoir conscience? Donc, il y a un problème de colonne vertébrale, de capacité à poser les bons diagnostics et à suivre un cap général. Là, on sait bien que c'est très navigant. On fait la synthèse, Stéphane, dans le fond, question hyper... Dernière question, avec une réponse hyper courte. Éliminatoire. La sagesse de Stéphane. Une question difficile et facile à la fois. Qu'est-ce que le macronisme aujourd'hui? Vous avez 2 minutes. Une France plus forte, une France plus juste. C'est son nouvel en même temps. Ouais, non, mais du coup, on est paumé. On est paumé entre tous les slogans. Non, mais en fait, je crois que le problème de ça se résume en un mot, c'est le pragmatisme. Et la limite du pragmatisme, c'est que vous allez là où le vent vous porte. Exactement. Et c'est pas toujours très lisible. Et l'exercice de la conférence de presse de mardi soir, c'est typique de ça. Plein de choses, mais ça fait pas un cap. Moi, j'ai été déçu par l'exercice. Je suis pas sûr que c'était la bonne formule. Même s'il a dit des choses intéressantes, il n'était pas foncièrement mauvais. Mais il me semblait que l'adresse à la nation, ça devait revêtir un caractère un petit peu plus solennel, un peu plus formel, un peu plus organisé. Et là, il en a fait assez des déclarations solennelles. Là, c'est parti un peu dans tous les sens. Quel que soit l'exercice, je suis pas sûr que ça éclaire la nation. Mais est-ce qu'il s'éclaire lui-même déjà? Oui, affirmatif. Voilà. Il aime bien ce genre d'exercice, ça se voit, ça en tout cas on ne peut pas le reprocher. Non, mais est-ce qu'il sait où il veut aller? Déjà lui-même. Mais là, on voit bien qu'il a un problème avec son cap précédent qui était à peu près clair, qui était le cap du plein emploi. Là, on voit bien qu'on est dans un moment de doute. La France n'est pas en récession, mais enfin, elle n'est quand même pas... toute l'Europe, l'Allemagne est en récession, mais on voit bien qu'il y a une difficile, qu'il y a une reprise du chômage sur les deux derniers mois. Donc c'est un cap qui est il mise sur l'économie. Mais même sur le plein emploi, enfin, la séquence retraite a montré que sur le travail, il n'y a pas que la question de l'emploi. Il y a la question des gens qui ne vont pas bien dans leur emploi, qui pensent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, qui en souffrent, qui n'a pas de sens. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de sens, ce qu'il raconte. Nous, on a fait un article que je trouvais pas mal, le titre, c'est Grandiloquent et Petit Bras. Comment vous dites? Grandiloquent et Petit Bras. Bon, donc à lire dans Regard. On attend Véronique Reissoult pour sa chronique sur les réseaux. Alors, vous allez nous éclairer justement après tous ces analyses brillantes. Qu'en pensent les Français de cette conférence de presse? Sur cette conférence, on a regardé sur les réseaux sociaux, évidemment. Est-ce que ça avait fait du bruit? Pas tant que ça. Alors, il n'y a pas non plus une audience incroyable... parce que je crois que c'est 8,7 millions, donc c'est pas énorme. Enfin, c'est beaucoup, mais pour 6 chaînes, voilà. Sur les réseaux sociaux non plus. Et en fait, du coup, je me suis demandé si c'était un sujet qui était... Est-ce qu'on parle de moins en moins d'Emmanuel Macron? Non. En fait, si je regarde sur les 12 derniers mois, normalement... la conférence de presse aurait dû faire un pic, et les 2 pics, vous voyez, c'est les retraites et les émeutes, 2 vrais pics, mais voilà, on était là sur la conférence de presse, donc pas vraiment un sujet. Alors pour vous donner une idée des volumes, c'est 225 000 messages quand même sur cette période-là. Mais j'ai regardé quand on a eu la conférence de presse post-grand débat, 600 000 messages. Donc vous voyez, il y a un moment une espèce d'effet de lassitude qui est en train de se poser. Et puis surtout, ce qui était à noter, c'est que les sujets qui ont été abordés, là, ce sont plutôt des sujets légers. Plus exactement, quand on regarde les 5 thèmes les plus commentés, c'est l'infertilité et le remaniement démographique, les écoles, uniformes, théâtre, histoire de l'art et marseillaise, les émeutiers qui sont des jeunes Français qui s'ennuient, les congés parentaux et congés de naissance, et faire payer les patients qui vont de façon indue aux urgences. Ce sont les 3 sujets les plus discutés. On a parlé d'autres choses. Donc globalement, on aurait pu penser qu'ils allaient parler du pouvoir d'achat. Ils en ont parlé, mais pas tant que ça. Qu'ils auraient pu parler du conflit israélo-palestinien, qu'ils auraient pu parler de l'Ukraine, ils auraient pu parler de l'énergie qui va augmenter, enfin d'un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Il y avait eu 26 sujets de toucher en tout.
Oui, mais globalement, voilà. Ça, c'était les 5. De manière plus ou moins importante. Mais moi, je ne suis pas surpris que ce soit l'infertilité et la démographie. Mais alors surtout, vous allez Parce que c'est la première fois qu'un président parle du sujet aussi longuement. Jean Bruno, vous allez voir la raison. J'imagine que c'est la nature des commentaires. La nature des commentaires. Voilà, et en fait, la nature des commentaires, elle veut dire quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tellement d'attaques. C'était soit très factuel, soit très humoristique. Alors, j'ai essayé de vous sélectionner les messages. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, c'est très moche. Je me dédouane, je vous ai pris les messages les plus repris et les plus engageants. Donc, voilà, il va lancer France Baise. Bon, bah, je suis désolée, c'est 1 million de vues et là, le plus fort engagement. On va mettre un carré blanc. Voilà. Après, le deuxième message le plus vu, ça n'est pas que je trouve ça. Ça nique pas là-bas. C'est la fameuse reprise du président avec le radar. Voilà. Deuxième message, on est quand même à près de 1, vous voyez pas, mais 800 000 vues et l'un des taux d'engagement les plus forts. Alors, deuxième sujet, je vous ai dit 3 sujets. 3 sujets. Donc, vous voyez, oui, c'est insurgent, mais non pas aborder la C'est inspirant. C'est inspirant. C'est inspirant. Ah oui, non, il y a encore un 3e, je suis désolée. Si Dorcel dans ta tente, on dort à 2 et vous couchez ensemble un peu. Voilà. C'était le 3e t'es tout seul dans ta... En même temps, c'est un message de Jason Burn. Voilà, aussi. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Organe Voilà. 69. On l'a pas bien vu, moi je l'ai pas bien vu. Oui, mais je vous expliquerai après. D'accord. Deuxième sujet qui a été beaucoup abordé, c'est l'école. Donc là encore, j'ai pris le message le plus repris. Et finalement, voilà, des profs et des moyens pour l'école publique, des profs et des moyens pour l'école publique, cours de théâtre obligatoire, c'est à peu près ce que les uns et les autres ont retenu. Donc de nouveau, c'était beaucoup de messages humoristiques. Ça raconte quand même quelque chose qui est, voilà, c'est pas si agressif, c'est assez léger. C'est pas trop agressif, quoi. Non, objectivement. Et j'ai vraiment pris les plus repris, et souvent les plus repris sont des messages assez virulents. Alors après, le 3e sujet abordé, c'est les émeutes. Donc là, c'est moins humoristique ou c'est une forme d'humour. De nouveau, je vous ai pris les messages les plus repris. Emmanuel Macron, les émeutiers, c'est des jeunes qui ne vont pas en vacances à la mer et qui s'ennuyaient. C'est complètement délirant. C'est peu ou prou tous les premiers messages, c'était ça. C'était un peu court. Ensuite, le sujet suivant était le congé parental qui a été très commenté, peut-être pas très positif, qui était Macron réduit la durée du congé parental pour remettre les femmes sur le marché du travail. Une fois de plus, la Macronie piétine les avancées sociales et réduit l'humain à une machine à produire. Voilà, là c'était pas positif, c'était le seul point vraiment plus critique. Et puis, faire payer les patients, je vous ai repris aussi le message le plus repris, plus 1 million de vues. On ne sait pas si c'est grave sans médecin. C'est une façon, comme ça j'en profite pour vous expliquer quand vous voulez parler, qu'on comprenne que ce que vous dites est important, il faut capitaler des points entre les mots. D'accord. Voilà. Donc c'est une façon de dire, voilà, parce que ça aussi c'était très critiqué. Je vous ai pris un petit Gorafi aussi, parce qu'il résume bien les blagues qu'il y avait. C'est pas forcément le plus vu, vous voyez, mais voilà. Emmanuel Macron, pour lutter contre les recours abusifs aux urgences, nous allons supprimer les urgences. En gros, c'était ça que les uns et les autres ont retenu. Donc, on va dire pas beaucoup de messages, sans doute par une forme de lassitude, parce qu'on voyait beaucoup que globalement, les gens étaient d'accord avec la mesure qui était annoncée, mais ont l'impression qu'elles ne seront pas forcément tenues, et l'impression que ça va, voilà, qu'il y a beaucoup de paroles. Rien sur les écrans, parce que moi je trouve que c'est un vrai sujet mais pas important. Je pense que c'est un vrai sujet important, mais que c'est resté à l'état d'annonce. On ne sait pas exactement ce qu'il veut mettre derrière. Je pense comment on régule, oui. Mais comment on régule. Les Chinois ont trouvé, c'est 3 heures. 3 heures de jeux vidéo par semaine. Ils le ont reste interdit et les opérateurs sont coupés. Oui, c'est la Chine. Il y a les pays qui ont aussi interdit TikTok. C'est l'enjeu de régulation, c'est l'enjeu de contenu. Comment ? Et c'est l'enjeu de contenu, parce que ce qui se diffuse par ces écrans, c'est quand même beaucoup de capacité à manipuler, y compris la jeunesse. À Taïwan, ils en ont fait l'expérience avec les très impressionnant de voir comment la jeunesse a voté, très influencée par la Chine continentale. Non, mais c'est surtout le sujet de quel état seront les cerveaux de nos enfants dans 20 ans. Ça a été commenté, mais moins que la fertilité, je suis désolée. Bon, écoutez. Merci à tous. Donc, la tribune dimanche, avec une une passionnante. Oui. Et surtout, le premier numéro de notre baromètre politique qui révolutionne un peu les baromètres politiques habituels. Très bien. Nous changeons un peu, enfin voilà, on l'enrichit nouvelle formule. Non, pas Cluster 17, ça c'est pas possible. Ce sera avec Ipsos, en fait le point abandonne Ipsos. Voilà, Sud-Ouest et Regard. Ouest voilà.
Ouest France, pourquoi j'ai presque pareil, Il y a Ouest dedans. Oui, il y a Ouest, c'est l'essentiel. Allez, Ouest et Sinopia. Merci à tous. Merci à Flore Simon. Je me fais discuter, on va. Merci.